Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue en direct de la chaîne YouTube de la Direction technique nationale de la Fédération française de volleyball. Nous sommes heureux de vous accueillir au Krebs de Châtenay-Malabry pour les Interpôles masculins 2024. Je suis Jocelyn Trion, entraîneur au Pôle France de Montpellier et en présence de Julien Lamy. Bonjour Julien. Salut Jocelyn. Julien, manager du Plessis-Robinson, ancien pôliste donc au Krebs de Châtenay-Malabry. Tout à fait. 3 ans de 2001 à 2003. Voilà, dans les années 2001-2003, génération, quelques joueurs illustres de cette génération-là, pour rappeler. Maurice Sidibé, Raphaël Mrozek, Loïc Lacroix. Voilà. Julien, donc manager au Plessis, qui nous accompagne aujourd'hui pour commenter cette rencontre qui a déjà commencé maintenant depuis un petit quart d'heure, qui voit s'opposer le pôle de Strasbourg au pôle de Wattignies. Voilà, 8-6 pour le pôle de Strasbourg. Wattignies au service. Alors ces interpôles, c'est un peu Julien, tu pourras aussi nous parler de ton expérience, mais c'est un peu la grand-messe, on va dire, annuelle pour les jeunes qui sont dans nos structures. Et est-ce que toi tu peux tout simplement nous décrire ce que c'est que les interpôles, comment tu les as vécus et ce que ça peut représenter pour un jeune, quoi. Voilà, alors si bien sûr l'objectif numéro 1 d'une année en pôle, c'est de progresser et de développer les joueurs, ils ont toujours cette compétition en ligne de mire, c'est un réel objectif et c'est un petit peu l'essence de l'année, c'est le moment que tout le monde attend. Et alors bien sûr on cherche à progresser, on cherche à travailler, mais tous les jeunes parlent de cette compétition et ne parlent que de cette compétition. En effet, les 8 pôles français se retrouvent durant 3 jours pour décerner le titre de champion de France des pôles. Voilà, quand tu disais l'essence même, moi je dirais le sens, pour donner du sens au travail fait toute l'année par les différents entraîneurs, et on aura le temps lors de ces 3 jours de présenter un petit peu tout le monde. Voilà, le sens premier, c'est je m'entraîne pour de la compète, et c'est vrai que cette compétition-là, elle vient clore cette année d'entraînement et de travail en pôle. Et puis voilà, la motivation de faire entre copains cette compétition et d'aller affronter les 8 pôles, les 7 autres pôles, on va dire, qui se trouvent sur le territoire. Alors si on les présente rapidement, là en direct nous avons donc le pôle de Wattignies et le pôle de Strasbourg. Wattignies joue en blanc et Strasbourg joue en bordeaux. Nous avons dans cette même poule qui joue contre Wattignies et qui sera le match qui se joue sur l'autre terrain. Nous avons aussi les pôles de Cannes et Lyon. Et l'autre poule, ce sera Châtenay, Montpellier, Bordeaux et Dinard. Voilà donc les 2 poules qui vont s'affronter sur ces premières journées. À l'issue de ces poules, les 2 premiers sont qualifiés pour les demi-finales, puis finale, classement de 1 à 4. Et les 2 derniers de chaque poule feront pareil, les demi-finales et classement de 5 à 8. Voilà, les joueurs vont être amenés à enchaîner 3 matchs en un jour et demi entre cet après-midi et la journée de demain. Les matchs de poule auront lieu donc en 3-7 secs. Ensuite, la fin de la compétition se déroulera de façon classique en 3-7 gagnants. Alors la composition des poules est issue des compétitions qui ont eu lieu en janvier. En janvier ont lieu les Interpôles Sud et les Interpôles Nord. Donc comme leur nom les indique, on regroupe géographiquement 4 pôles du Nord et les 4 pôles du Sud pour une première compétition. Ce qui donne... Alors toi, je ne pense pas que tu l'aies vécu quand tu y étais. C'est une compétition qui a plus de 10 ans maintenant, Interpôle Sud, Interpôle Nord. Ça nous permet d'avoir un premier objectif dans l'année
Alors, jusqu'à l'année dernière, c'était au mois de décembre. Là, on les a décalés au mois de janvier. Ça donne un premier objectif, un premier brassage aussi pour nous, pour voir un peu les forces en présence. Et à l'issue de ces classements-là, par le jeu du Serpentin, on constitue les poules des interpôles du mois de mai. Pareil, ces interpôles qui ont été un petit peu décalés. Avant, ils avaient lieu en avril. Et on a décidé de prolonger un peu la saison pour que les entraîneurs aient encore plus le temps de travailler avec leurs joueurs. Et on fait ça un petit peu plus tard. Ouais, et puis comme tu le disais, vraiment, ces compétitions, ça permet de garder un objectif et la motivation est forcément plus simple à trouver à l'entraînement. Ce sont des jeunes quand même qui s'entraînent entre 10 et 15 heures par semaine. Et donc la motivation, bien sûr, est pas tout le temps simple à aller chercher. Il peut y avoir des moments plus difficiles. Alors ces jeunes sont aussi à l'école évidemment, ils sont tous dans des structures, alors certains sont en lycée, le pôle de Cannes, le pôle de Lyon, d'autres sont en CREPS, comme on est aujourd'hui là au CREPS de Châtenay-Malabry, donc là qui sont des structures, des établissements d'État, et ils suivent une scolarité normale, alors collège et lycée pour les âges qui nous concernent, avec des jeunes qui sont nés pour les plus vieux en 2006, et pour les plus jeunes en 2010. Voilà, dans certains pôles espoir, les jeunes ont la chance de bénéficier d'emplois du temps aménagé et d'être parfois à un rythme d'entraînement bi-quotidien, le matin, de 10h à midi, de façon la plus classique, et en fin d'après-midi. Et ça, c'est vrai que ça dépend vraiment de chacune des structures. Chacun, en fonction de son contexte, soit fait du bi-quotidien comme tu dis, soit travaille sur, on va dire, journée continue, à savoir l'après-midi étant consacré à l'entraînement. Et tous ces jeunes, arrivés le vendredi, ils rentrent chez eux et vont jouer avec leur club. C'est ça. Sur des compétitions seniors ou jeunes. Voilà, le vendredi, c'est le moment du retour à la maison et souvent, il y a un petit détour par le club pour aller s'entraîner avec son équipe domestique. Ça, c'est une vraie volonté aussi de notre organisation. C'est de pouvoir, dans les premières années du Pôle Espoir, avoir cette proximité de la famille, de rentrer tous les week-ends, parce que c'est aussi découvrir, quand on rentre en Pôle Espoir, découvrir une vie un petit peu différente. Pour beaucoup, c'est de l'internat. Et puis de rentrer à la maison le week-end, c'est aussi de pouvoir garder un lien fort avec la famille. Et puis comme tu disais, Julien, de retrouver les copains aussi du club pour vivre d'autres types de compétitions qui sont aussi en train de se jouer dans les semaines là. Autour de cette compétition Interpôle, qui sont les phases finales des Coupes de France. Il y en a beaucoup qui sont concernés. Tout à fait, ce week-end c'était la Coupe de France M15 qui a eu lieu. Et c'est d'ailleurs l'équipe de Nîmes qui a remporté la compétition. Chez les garçons, c'était à Narbonne, c'est ça Tout à fait, c'était à Narbonne. Et c'est l'équipe de Nîmes, la très solide équipe de Nîmes, qui a battu Sartrouville en finale. C'est aussi une période où il y a les volleyades, les mini-volleyades. Enfin, on sait que pour les volleyeurs, arrivé début mai, c'est toutes ces phases finales qui s'enchaînent et qui donnent beaucoup d'expérience à nos joueurs. C'est une vraie force, je trouve, du volley et de l'organisation fédérale autour de toutes ces compétitions que sont les Coupes de France, les volleyades, les mini-volleyades. La semaine dernière à Rennes, s'est joué aussi les phases finales élite des centres de formation de clubs professionnels. C'était la deuxième année. Et je trouve qu'on arrive alors dans un temps très restreint, ce qui peut poser aussi d'autres problèmes, mais à faire beaucoup jouer nos joueurs. Et c'est vraiment un moment où il y a une grande progression pour eux. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que ce sont des moments essentiels pour la formation. Je dirais même que ce sont les moments où les joueurs progressent le plus, ces temps de compétition. Alors bien sûr, il faut les préparer, il faut aiguiser ses coups techniques, mais c'est en compétition qu'on progresse le plus. Et les poules finales de la Coupe de France sont un lieu essentiel. Comme tu dis, voilà, c'est cette compétition Interpôle qui vient clore une année qui a commencé en début septembre dans tous les pôles, où les jeunes travaillent jusqu'à 15 heures par semaine en plus des cours.
Donc c'est une année qui est longue, c'est de la découverte de beaucoup de choses. Et moi je dirais qu'on vient valider pendant ces compètes les choses qu'on a acquises tout au long de l'année. Et pour nous les coachs, c'est vraiment là où on voit ce que les joueurs maîtrisent maintenant puisqu'ils osent les faire en compétition. À l'entraînement, on peut tenter des choses, les fautes font partie du travail et de la progression. Et en compétition, quand on les voit, par exemple, là, on voit Adelin Novacic au niveau du service, faire un service se matcher. Voilà, on sent que la maîtrise commence à arriver et qu'ils osent tenter ces choses-là en compétition. C'est un bon point de repère. Et oui, tout à fait. En plus, au-delà des qualités techniques, il y a toute la gestion du stress, la capacité à le refaire en compétition. Et d'ailleurs, on l'a bien vu dans ce match-là, avant de prendre l'antenne. Le pôle de Wattignies a commencé la partie avec un petit peu de stress, s'est fait un petit peu décrocher sur les premiers points. Et puis là, ils sont en train de se lancer. Et ils viennent d'égaliser avec une jolie série au service matché. Il me semble que ce ballon est dans le terrain. C'est un nouvel ace. Un ace d'Adelin. Allez, on va aussi parler des collègues. Les pôles de Strasbourg et Wattignies sont coachés. Alors pour Wattignies par Jean-Manuel Le Provost, qui est aussi l'entraîneur de l'équipe de France U18. Encore un ace pour Adelin. Et le pôle de Strasbourg est entraîné et coaché par Slimane Belmadi, qui est coach de l'équipe de France U20 et qui a eu cet été, on peut le redire, champion du monde avec cette même génération. Premier titre pour la France en indoor sur un championnat du monde. Donc c'est pour nous une grande joie d'avoir réussi à conquérir ce titre. Avec une très belle génération et des joueurs qui ont pu dès cette année jouer en Liga. Et on se demande même si certains ne feront pas les Jeux Olympiques. Tu parles de Joris Sédic, c'est ça? Alors ces joueurs effectivement sont pour certains déjà partis en Liga. On pense à Mathis Seno, on pense à Amir Tiziwalou, on pense à Joris Sédic. Et beaucoup d'autres étaient aussi au Pôle France cette année à Montpellier, donc au Centre national de volley, et qui ont participé au championnat de Ligue B. Alors le Pôle France, pour un peu éclairer la lanterne de gens qui nous écoutent, c'est l'étape, on va dire, après le Pôle Espoir, où les joueurs vont ensuite partir une fois sélectionnés sur une autre structure qui se trouve donc au Crêpes de Montpellier, qu'on appelle le Pôle France et qu'on communément tout le monde appelle le CNVB, et qui joue dans deux divisions, qui joue en Ligue B masculine, donc en championnat professionnel, et qui joue aussi en élite CFC, qu'on a évoqué déjà tout à l'heure. Ces compétitions, voilà, notre volonté, c'est encore une fois de pouvoir les évaluer en match, de pouvoir concrétiser tout le travail que l'on fait tous les week-ends sur une compétition officielle, et donc prendre cette expérience supplémentaire. Donc nous, on les évalue, mais c'est aussi les clubs professionnels qui peuvent les évaluer et qui peuvent ainsi se rendre compte des possibilités et ainsi les recruter à la sortie. Notre idée étant vraiment de pouvoir les rapprocher le plus possible du terrain, de la Liga et des clubs pro, qui viennent ensuite leur donner l'expérience et l'entraînement supplémentaire pour faire passer ce cap-là. Oui, tout à fait. Et puis après, on n'oublie pas bien sûr qu'on joue aussi pour ça, pour le jeu, pour se faire plaisir. Et ce sont des moments tellement importants, ces temps de compétition le week-end. Et là, le pôle de Wattignies qui laisse passer une petite occasion de faire un joli break. Sur cette contre-attaque, effectivement. Changement de joueur pour le pôle de Strasbourg. Evan Vidal qui va rentrer au service. Sur la P4 de Wattignies, avec Édouard Le Provost à la passe. Et la réception mal assurée d'Adelin qui permet pas à Édouard de amener une balle attaquable. Bon changement pour Strasbourg qui recolle à 20 partout sur cette fin de premier set. Voilà, avec un joli service flottant.
Un joli service flottant dans la zone 1, à savoir quand on est dans l'axe du serveur sur la gauche. Allez, il recommence sur Adelin. Enchaînement de Touni. Tupou. Grosse frappe du pointu d'origine Wallis et Futuna pour l'équipe de Watini. Et si la dernière passe en manchette du passeur de Watini n'était pas très précise, là il vient de faire une superbe réalisation technique, venir pénétrer du poste 4, se réorienter et jouer au-dessus de sa tête pour son pointu. Allez, boîte aux lettres. Strasbourg qui colle au score. « 21 partout. Richard au service. La réception est tenue. Allez, il y a une belle occasion là pour Watini, contre-attaque sur relance avec une passe en suspension. Adelin en 4, Adelin Novacic bien bloqué et rendu. Pour le coup, c'est Strasbourg qui à son tour a une occasion sur relance et attaque dans l'antenne de l'attaquant strasbourgeois. On rentre dans le money time et... Ouais, de l'attaquant strasbourgeois Naël Panchaud qui va débuter ce set au poste de passeur et qui a, avec la rentrée de son compère Evan Vidal, joue le rôle d'attaquant. Je pense qu'il va faire ce rôle-là sur les 3 passages avant. Et quand Evan va repasser devant, je pense que Slimane va refaire un changement. Il va faire venir son pointu si on arrive. Si on arrive jusque-là. Allez, service flottant, retour direct. Là encore une bonne occasion pour Watini qui tente par le centre de jouer. Bien lu par le central strasbourgeois qui bloque son homologue. Voilà, cette attaque en balle rapide qui n'était sûrement pas assez rapide. Ah, le timing était un petit peu lent et c'était un peu plus facile à lire. Le bloc a pu jouer en réaction, attendre que la passe soit effectuée pour ensuite sauter. Allez, Adelin Novacic, réception de flottant à 10 doigts. Attaque sur la ligne mais bien défendue par le passeur. Et un nouveau bloc pour Watini qui mène maintenant 23-22 dans ce premier set. Après, même si Naël Panchaud vient d'être 2 fois en échec à l'attaque, ça reste un changement positif pour Slimane Belmadi, parce qu'on était à -2 ou -3, on a eu une petite série de services au service flottant. Ils ont recollé effectivement. Allez, belle défense de Watini. Adelin Novacic en 4. Il va pouvoir donner une première balle de 7 au pôle de Watini. Voilà, si Watini avait commencé le set un petit peu stressé, eh bien peut-être que le momentum a changé de camp et c'est Strasbourg qui retient un petit peu ses coups. Et encore une faute de Strasbourg qui conclut ce premier set 25-22 pour le pôle de Watini. Bien rentré dans les compètes de toute façon et chez les jeunes. Hein. Toi, tu l'as vécu il n'y a pas très longtemps là, sur les mini-volleyades. Que tu as gagné avec le CD92, c'est ça? Voilà. C'est surtout les jeunes filles qui ont gagné la compétition. Donc en effet, j'ai accompagné la sélection des Hauts-de-Seine qui a brillamment remporté la compétition face à une très belle équipe du Haut-Rhin. Et je salue David Alves, l'entraîneur. Bravo coach quand même. Merci. Manu Le Provost en direct en train de remplir sa rotation. Je ne sais pas si les caméras vont pouvoir venir espionner la rotation du coach de Watini. On parlait de bien rentrer dans les compétitions, on le voit que ce soit sur les volleyades, les mini-volleyades. On l'a vécu la semaine dernière sur les finales Elite CFC
ou même en équipe de France jeune. Je pense que les débuts de compète sur des jeunes comme ça qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, et puis des jeunes qui se mettent aussi un enjeu sur ces compétitions-là, parce que pour eux, comme tu disais tout à l'heure, c'est le moment de l'année, on a travaillé, on vient pour faire ça, et c'est jamais évident de bien commencer, de bien rentrer dedans. Ouais, par expérience, c'est assez particulier quand même ces compétitions, parce qu'on a beaucoup d'objectifs qui coexistent, des objectifs individuels et des objectifs collectifs. Bien sûr, ces jeunes qui vivent toute l'année ensemble souhaitent être champions de France d'épaule, mais on vient aussi jouer ici sa détection pour le CNDB, pour se montrer aux entraîneurs nationaux, pour les équipes de France jeunes. Bien sûr, dans les tribunes, on a des entraîneurs des différents centres de formation qui vont passer, des clubs professionnels, peut-être même des agents de joueurs. Et c'est un endroit, c'est un moment très très important collectivement et individuellement. Et c'est pas toujours simple à gérer pour ces jeunes ou très jeunes joueurs. Je pense que ça marque, de toute façon, ça marque les individus. Toi, tu t'en souviens de tes interpôles? Tout à fait, les premières à Marvejols, entraînés par Yves Loget, que je salue. Bibi, à qui on fait une grosse bise. On pense bien à lui et à toute sa famille. Très affectueusement. Yves Loget, qui a été longtemps l'entraîneur du pôle espoir de Châtenay-Malabry, qui a aussi entraîné de nombreuses années les équipes de France jeunes avec son compère Stéphane Faure, qu'on salue aussi très fort, et puis qui a inauguré cette semaine ou la semaine dernière un gymnase à son nom du côté de Bordeaux. Félicitations. Voilà, donc Yves Loget qui a entraîné les équipes de France en cadet et champion d'Europe notamment en 2009 avec la génération d'Erwin Ngapet, Nicolas Le Goff, Petro Ceni et consorts, Ludo Duet qu'on salue aussi, qui était un ancien du pôle de Châtenay aussi. Et qui met un terme à sa carrière avec un titre de champion de France. Ouais, il nous a bien fait vibrer avec Saint-Nazaire. Allez, le deuxième set est parti. Strasbourg qui essaie de passer par le centre et de nouveau bien lu par le central de Wattignies. Bloc de Michaud sur son homologue Periola. Allez, comment aborder ce deuxième set après avoir pris un petit coup sur le casque, on va dire, de la part de Strasbourg. Une réaction. Allez, on repasse par le centre. Bien défendu en poste 6. Et là, une attaque d'Adlan Novacic, défendu à son tour. Il va y avoir, voilà, une situation pas très claire là de la part de Wattignies dans leur organisation. Alors qu'ils avaient une balle sur relance. Justement, pas forcément bien effectué. Un central qui vient un peu gêner le libéro. Et derrière, l'organisation, elle n'est pas optimale. Et le bloc adverse, en fermant la ligne, arrive à interrompre cette série de Wattignies. On fait au service. Et ce ballon est jugé dehors par Verika Jakimov qui, on le voit à l'écran, officie pour cette rencontre. Des arbitres qui vont encore bien travailler pendant ces quelques jours parce qu'ils vont enchaîner tout nos matchs. Donc déjà, d'abord on les salue et on les remercie de leur présence. Allez, joli service du numéro 11 de Wattignies. Enchaînement, pareil, sur relance. La passe était un petit peu basse pour son central. La sortie de main n'était pas très claire. Et, il manquait un petit peu d'énergie pour aller chercher la hauteur, la jolie hauteur de son central. Je connais une Polonaise qui va pas être contente si je me suis dit ça, mais bon, c'est pas grave. Allez, une bise à Anna. Certains comprendront. Allez, Edouard qui enchaîne, une passe en 4. Et cette fois, l'attaquant de Wattignies trouve l'intervalle entre les deux bloqueurs. « 4-2 en faveur de Wattignies dans ce début de deuxième set.
Et Watini qui part devant dans ce second set. Pour Strasbourg, il va sûrement falloir un petit peu plus d'application et de précision sur les deux premiers contacts. La réception du service et la passe. Là, on voit le passeur de Strasbourg, Naël Panchaud, faire pas mal de mètres pour aller jouer ses relais de passe aux quatre coins du terrain. Allez, réussir à garder aussi de l'énergie dans son équipe après la désillusion du premier set. Voilà, je ne sais pas si c'est une consigne de leur coach, mais c'est vrai que le numéro 11 de Watini, Adelin Novacic, est souvent visé en réception. Alors là, comme il est derrière, c'est aussi l'occasion de l'empêcher d'enchaîner en pipe. Et Tony Tupou qui fait le boulot derrière. Puissant ce joueur, hein. Un joueur vraiment puissant. Pour la petite histoire, son oncle Faka Feta et Tupou Papilio était un des premiers joueurs de Wallis et Futuna à venir en métropole, et sur le pôle, il est rentré au pôle de Dinard en 2001, en même temps que Touafa Takaniko. Donc Wallis et Futuna, si jamais il y a des gens là-bas qui ne sont pas couchés ou déjà réveillés et qui nous écoutent, on les salue, on salue très fort. Je pense notamment à Leila Tuifua qui fait un gros boulot sur Wallis et Futuna pour faire découvrir le volley, fidéliser les jeunes et puis de pouvoir leur proposer de venir vivre cette aventure en métropole, en pôle, et puis découvrir le volley de compétition, pourquoi pas aller vers le haut niveau et de se construire une carrière comme ça. Je trouve que voilà, nos relais comme ça dans les dom-toms, donc on a parlé de Leila à Wallis, je pense aussi à tous les collègues qui œuvrent à La Réunion ou dans les Antilles et qui nous permettent de pouvoir proposer comme ça à des jeunes de venir découvrir les pôles espoirs et l'entraînement dans nos structures. Voilà, j'en profite pour saluer Morten Kalemou qui travaillait en Nouvelle-Calédonie avec les jeunes volleyeurs. Le Pacifique qui est une vraie terre de volley. Tout le monde joue au volley là-bas, dans toutes les îles, c'est assez incroyable. Allez, Watini qui continue de faire la course en tête, 8-5. Je sais pas si on peut dire que c'était une pipe cette dernière attaque, parce qu'il n'y avait pas vraiment de point de fixation et le timing était une 3 mètres au centre, un peu de réchappe on va dire. Mais qui a fait mouche. Allez, Watini au service. Charles Vittel. Et ça passe par le centre à Strasbourg. On trouve des solutions avec Théo. Dylan Schneider-Lagana. Je ne sais pas si on dira tous les noms de famille à chaque fois parce que c'est pas forcément évident. Excusez-nous si on les écorche. Et c'est lui-même qui derrière est au service, flottant, depuis le poste 5. Allez chercher toujours le poste 6. Alors encore une fois, je ne sais pas si la consigne était là. Et puis à Watini, a toujours cette solution avec Tuni Tupou qui a 6 sur 12 à l'attaque, 7 sur 13 maintenant. Ouais, et puis c'est assez impressionnant parce que alors là il a été très très bien servi sur cette situation, et la balle de tout à l'heure qui était 1 mètre ou 2 mètres à l'extérieur des mires, le contre n'a pas sauté et pourtant il a quand même réussi à la taper très très fort dans le terrain. Il fait preuve d'une belle puissance depuis ce début de match. Faute de fil sifflée. Attrapé par la patrouille. Je ne sais pas si notre ami réalisateur, monsieur Arnaud Bessa, aux commandes aujourd'hui, nous fera un petit ralenti. On le salue. Merci Arnaud pour toute la technique et l'installation de ce dispositif. C'est super. On va vraiment on arrive à produire maintenant des images et raconter une histoire un petit peu différemment. Et j'espère que vous apprécierez. Strasbourg qui a des situations pourtant assez claires là, de pouvoir contre-attaquer. Et une faute du central de Watini, de Michaud.
Voilà, c'est un petit peu quand même la caractéristique du jeu là aux interpôles. On a quelques joueurs qui sont jeunes dans leur formation, et puis on alterne les moments où c'est très propre, très, très physique, très haut, et puis des moments où on enchaîne 1, 2, 3 contacts un peu moins propres. Là on le voit encore avec cette fixation qui cette fois-ci était un petit peu haute, et le central a lancé sa main dans le vide. D'ailleurs, Manu Le Provost fait son changement avec une entrée de Timéo Louchet. Allez, Strasbourg qui a recollé à 9 partout dans ce deuxième set. Allez, on va toujours chercher autour de Adlan Novacic qui a bien tenu la réception. Un jeu un peu lent quand même, hein. C'est des balles qui sont un petit peu rondes, qui s'arrêtent très à l'intérieur des antennes. On va pouvoir le voir sur le ralenti proposé par Arnaud. Et là, Touni, il essaie de se projeter, mais il est un petit peu... On a vu le ballon beaucoup tourner, là. Le contact était pas nickel. Je pense pas que c'était ce que le passeur voulait réaliser. Il voulait sûrement accélérer un petit peu le ballon. Bon, maintenant, est-ce qu'il va essayer de servir le meilleur attaquant? Oh là, elle est bonne. Et elle est bonne, celle-là. Alors c'est un point un peu casquette celui-là. Ce Gouka qui a pu attaquer un retour direct dans la petite diagonale sur Touni qui juste sur la défense, et le ballon est reparti directement sur la ligne en face. Ça va bien leur aller parce qu'il coupe la série de service de Naël Panchaud. Une belle série. C'est un peu délicate pour le passeur de Wattignies là, sur la P1 de pouvoir rentrer et pouvoir aller protéger son filet. C'est pas vraiment évident. Alors là, on a Adlan Novacic qui vient de faire une faute au service. Il s'était décalé là, complètement au poste 1 pour servir, peut-être pour viser la grande diagonale. Il avait fait une belle série du poste 6 au premier set. Allez, Benjamin Gouka au service pour Strasbourg. Service matché depuis le poste 1. Oh, il est allé chercher la ligne, dommage. C'était un beau service, dommage. Il avait de toute façon empiété sur la ligne du fond de cours. Allez, stratégie un peu différente en réception. Les joueurs de Strasbourg attendent un service flottant. Ils se sont mis à 4 mètres pour réceptionner normalement à 10 doigts. Et le service est un petit peu trop tendu avec suffisamment de vitesse pour les empêcher de réaliser ça. Et derrière, un ace pour Wattignies. C'est un peu le problème de ce type d'organisation en réception, c'est que... je dois dire qu'ils sont très très proches. Quand tu disais 4 mètres, c'est peut-être même 3 mètres 50. Ouais. Si le ballon est légèrement bombé au fond du terrain... Voilà, là, le libéro la tient bien. Bon, c'est une organisation ponctuelle que l'on voit assez souvent sur les interpôles et sur lesquels on essaye de travailler dans un sens un peu inverse, parce que à haut niveau, les balles vont tellement vite que ce type d'organisation-là ne tient pas le coup. Là, il s'agit d'être performant, donc je comprends les collègues qui cherchent un petit peu à modifier ça. L'autre inconvénient d'avoir ce type d'organisation-là aussi, on pourra peut-être le voir plus tard, c'est que c'est difficile de redonner de la hauteur et du volume au ballon quand on les réceptionne à 10 doigts. Et souvent, ça met les centraux de sa propre équipe un petit peu en difficulté parce qu'ils sont à la bourre après. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, de toute façon, dès que ces joueurs vont être confrontés à des... voilà, sans être offensant pour les serveurs actuels, mais à de meilleurs serveurs flottants, ça devient quasiment injouable avec les vitesses de balle. Les vitesses au-dessus de 70 km/h, 75-80 km/h sur flottant, c'est trop compliqué après. Et aujourd'hui, on voit plutôt de la réception. Alors c'est bien de savoir le faire, hein. Comme ça, même avec une position de départ plus éloignée à 4,50 m, 5 mètres, si le service est un peu bombé, aller l'intercepter à 10 doigts, il faut être capable de le faire. Mais forcer la réception à 10 doigts, c'est assez risqué en effet au plus haut niveau. C'est un petit peu l'idée générale un petit peu de directive technique là, quand on travaille avec tous les collègues des pôles espoirs, essayer de travailler sur la capacité de développement de la plus large boîte à outils possible technique, de manière, comme tu disais Julien, à pouvoir utiliser la bonne solution, le bon outil à un moment. Bon, là on vient de le voir que
Sur la réalisation, ça n'a pas été payant pour notre ami numéro 10 de Wattignies. Robin Wisniewski. Allez. 14 partout. Cette fois, ça va partir sur le service matché sur Adelin Novacic. Balle en 4. Voilà, Bloqué. et on a vu une petite discussion entre Adelin et Robin. On a quand même l'impression que là, le serveur de Strasbourg vient chercher la zone face à lui entre les deux réceptionneurs attaquants. Ils auraient peut-être intérêt à se décaler légèrement sur la gauche et laisser plus de responsabilité, plus de place aux libéraux. Adelin qui tient bien cette réception-là. Service sur Touni qui, par une belle roulette, croyait avoir fait le point. Il a fait le point. C'était annoncé et sifflé pas assez fort par les arbitres. Je crois que c'est la première arbitre qui n'avait pas entendu. Belle alternance de frappe de la part de Touni, le pointu numéro 9 de Wattignies. Si on observe quelques irrégularités dans le jeu, il y en a un qui est bien régulier pour l'instant. C'est Il est lui. dans son match. Allez, encore un retour direct. Là, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Mais dans ces cas-là, si le passeur est derrière, pourquoi pas attaquer ce retour direct? Si le passeur a devant, Pourquoi pas attaquer aussi? plutôt essayer de les faire tomber sur les côtés. Et sinon, faire une relance et permettre à l'équipe de se réorganiser avec une vague offensive. Là, le passeur était avant, mais il ne me semble pas qu'il soit venu au duel. Adelin qui n'a pas pu attaquer. Guka qui attaque en 4 et qui est bloqué par le passeur de Wattignies, Édouard Le Provost. Plusieurs fois qu'Edouard s'épasse, elle sort un petit peu des antennes. Les attaquants, ils ont un petit peu de mal à avoir des solutions. Il faudrait régler la mire. Manu qui donne ses consignes à son libéraux. Ouais, on a tendance à dire que pour un passeur qui veut gagner en précision, il faut qu'il soit plus précis avec ses pieds en fait. Et on le voit là de temps en temps sur cette balle encore. En fait, c'est pas forcément sa sortie de main qui est défaillante. Là, on a un saut et une orientation qui est un petit peu tardive. Il tourne autour de son épaule gauche. On essaie de beaucoup travailler plutôt autour de l'épaule droite. Ça veut dire que les pieds vont suffisamment se mettre un petit peu plus loin dans ce cas de figure-là pour pouvoir être plus à l'aplomb du ballon. Ouais, on a vu le bassin qui chassait et des fois, il vaut mieux rester pied au sol comme ça pour faire une belle balle en étant bien orienté grand côté. Et là, globalement, j'ai l'impression quand même qu'il a plus d'assurance avec son jeu vers le poste 2. Ouais, il a une passe arrière qui sort pas mal et puis se trouve bien avec son pointu pour le moment. Et puis il faut dire qu'il a un sacré volume de frappe, son pointu. C'est un peu rassurant d'avoir... Du moment que le ballon est au-dessus du filet. Ouais, très bon service, très bon service flottant. Une balle haute à gérer, pas de bloqueur, bien défendu par Wattignies. Par contre... Celle-là, l'attaquant aurait dû mieux faire. Donc là, on a vu l'équipe de Wattignies s'essayer au systemless. Donc ils ont demandé... alors c'était pas forcément bien annoncé parce que l'attaquant était dans une position très favorable, mais ils se sont rapprochés, resserrés en défense et ont contrôlé la frappe. Malheureusement, c'est la contre-attaque qui a été défaillante. On le voit depuis le début du match, tu parles de système. Alors ce fameux systemless, c'est vrai qu'on en parle très tôt. On essaye dès les centres régionaux d'entraînement, les CRE, d'essayer d'avoir on va dire un langage commun avec toutes les équipes pour qu'il y ait une sorte d'école à la française. On aime un peu cette idée de se dire que voilà, ce type de stratégie-là, on aimerait nous que l'ensemble des équipes à partir des sélections U15 jusqu'à ces joueurs-là, travaillent vraiment dans cette idée de laisse avec les joueurs qui reculent au bon endroit pour pouvoir bien réorganiser l'équipe, parce qu'on se rend compte que finalement, depuis le début du match, il y a beaucoup de situations comme celle-là, qu'on voit beaucoup moins après à haut niveau, mais à cet âge-là, il y a énormément de situations qu'on n'arrive pas forcément à bien gérer. Ouais, après, pour ceux qui ont vu le plus haut niveau, avec la qualité des défenseurs qu'on a en équipe de France, on a des systèmes less sur des situations
quand même vraies attaques, quoi. ouais, sur des vrais attaquants et qui sont souvent bien maîtrisés par Genia Grebenikov, Trevor Klevno et compagnie. Allez, une solution trouvée avec Periola par le centre pour Strasbourg. Ça fait plusieurs fois Ouais, dans ça cette marche plutôt situation-là, pas mal, ça marche ouais. plutôt pas mal. Ouais, dès que la récep rentre, on a les centraux de Strasbourg. Je sais pas si on peut dire qu'ils dominent, mais en tout cas ils sont assez efficaces. Dans un timing peut-être un petit peu plus rapide. Alors une autre caractéristique aussi des équipes jeunes, on vient de le voir à l'écran, c'est l'encouragement de la part des remplaçants. Ça crie beaucoup, ça chante beaucoup. C'est vrai que c'est une ambiance qui est vraiment sympa sur toutes ces compétitions de jeunes qu'on retrouve après dans les Coupes de France. Et c'est vraiment un état d'esprit qui est chouette. Encore un systemless, voilà, où le pointu, c'est un peu plus difficile pour se rendre dispo, donc il peut derrière moins se repréparer pour sa course d'élan. Et donc là, il n'a pas pu forcément s'exprimer totalement dans sa frappe. Ce qui a permis à Strasbourg de défendre, de contre-attaquer et donc de prendre un +2 sur ce deuxième set. Là, ils ont clairement montré plus d'envie sur ce point. Et on a le pointu et le passeur de Watini qui ont été un petit peu surpris en défense. Et oui, c'est le joueur strasbourgeois, il est venu rendre le ballon dans la zone vers le poste 2, l'approche du filet. Et il y a eu un moment d'hésitation entre le pointu et le passeur. Un ballon qui vient dans le dos du passeur derrière. C'est jamais tellement évident pour eux de pouvoir se réorienter, de prendre des informations et de redistribuer. Et ensuite, on a vu Strasbourg qui a pu récupérer la balle. Et Donc un petit peu d'adresse, ce ballon oui. sauvé dans la bande du filet. exactement. Ces petites micro-techniques qu'on a le temps de travailler en pôle T'as espoir. des souvenirs de ça, hein, les frappes dans le filet pour ensuite jouer et travailler évidemment la dextérité et l'habileté. Sur les débuts d'entraînement, on en fait énormément en manipulation aussi C'est pas au une, pôle France. C'est vraiment des fins d'échauffement qu'on fait très très régulièrement. une micro-technique par échauffement, non? Ah oui, c'est des répétitions. Là-dessus, l'imagination s'arrête jamais. Ah, une attaque qui va toucher l'antenne en 4. Dommage, c'était une occasion d'avoir un +3 pour Strasbourg. On voit ici au ralenti. Il y avait une belle ligne d'ouverte, mais Voilà, franchement, c'était pas mal réalisé. Voilà, il vient attraper l'antenne. ça fait partie des petits gestes qui seront bien effectués avec la répétition en compétition. Super renversement du passeur. Et là, je dirais que c'est la même chose. Je sais pas si l'arbitre a vu. Et j'ai bien l'impression que la balle, elle est déviée par l'antenne. Arbitre, vidéo check. Vidéo check qu'on testera l'année prochaine aussi en Ligue B. Alors, elle a peut-être touché la mire, hein, mais c'était pas non plus. Elle a moins touché la mire que sur la balle d'avant. Le ballon était un petit peu bas. Ouais, continue. Et une boîte aux lettres trouvée par le pointu strasbourgeois. Une frappe pas évidente parce que le ballon était derrière lui. Il a d'ailleurs terminé au sol. Mais un contre pas suffisamment propre avec les mains suffisamment en face, pas suffisamment de franchissement. Comme l'attaquant en plus était un petit peu loin du filet, le timing du bloc doit vraiment s'adapter à ça. Sinon on ouvre des espaces et on donne des possibilités à l'attaquant. Alors on avait un contre qui a sauté un petit peu trop tôt et en plus qui n'était pas tout à fait homogène en laissant un peu de place et sur ces ballons. Quand l'attaquant est en difficulté, il faut penser être quand même bien homogène. Ah, Delin qui avait bien tenu la réception là. Et encore une attaque, une recherche d'attaque sur la ligne. Un ballon qui s'échappe. Pour Wisniewski, pour Robin. Allez. Manu Le Provost qui s'apprête à faire un double changement. Double changement passeur pointu. Alors il y a un passeur qui va rentrer à la place du pointu. Et c'est donc Delbar qui rentre. Et un pointu qui rentre à la place du passeur. Et là c'est Monsieur Mailleux qui rentre. On va se retrouver donc sur une position avec le passeur en 1, nouvelle P1 et le pointu en 4. Histoire de changer un petit peu les rapports de force, les lignes. D'avoir 3 attaquants devant. Allez, une situation de relance sur base de tendu. Et une belle décharge
C'est-à-dire que le passeur de Watini a appelé son central entendu et ensuite joué derrière lui et ainsi décalé. Couplé un petit déplacement vers l'avant. Voilà, le central de Strasbourg était battu. Alors là, il aurait pu partir un peu plus loin vers la feinte. Mais bon, de toute façon, sur cette attaque-là. Allez. Et donc, Watini qui recolle à 22-24. Pour l'instant, un changement de joueur plutôt bien senti de la part de. On devrait avoir un temps mort de Souman Belmadi. Voilà, c'est fait. Ça serait pour du tac au tac. Encore une fin de set qui va être serrée. Avec du côté de Watini, les deux joueurs les plus servis sont Novacik Adelin avec déjà 21 attaques, mais pas beaucoup de réussite puisqu'il est qu'à 4 sur 21 et 4 balles bloquées. Ça fait qu'il est sur un ratio de -1 à la fin. Et le pointu qui est sorti avec 18 ballons donnés à 8 sur 18. Ce ne sont pas des efficacités, on va dire, de très haut niveau, mais bon, liées aussi à l'enjeu, au niveau de jeu. Oui, c'est le niveau de jeu qui veut ça aussi un petit peu. On a quand même pas mal d'imprécisions sur les premiers et deuxièmes contacts. Donc on n'a pas eu tant de situations franches que ça en 1 contre 1 sur des balles rapides. On n'a pas vu de pipe par exemple encore. Plutôt en réchappe, ouais. Et le plus efficace, c'est Wisniewski-Robin avec un 7 sur 12. Voilà pour Watini. Voilà, Strasbourg a une balle de 7. Voilà, une balle par de centre très bien défendue par ce même Robin qui fait une belle partie. Et l'occasion était donnée à Adelin de pouvoir conclure. Super défense. Double bloc. Et dehors. Et Watini qui recolle à -1. C'est dommage, c'était plutôt bien joué là, de la part du passeur qui avait vu l'espace libre au centre. Voilà, c'est un attaquant qui a été efficace depuis le début de la partie, Théo. Ah, il se trouvait bien en plus depuis le début du match et là il était bien défendu. Voilà. Et il risque de redonner la balle courte, sauf s'il donne à son passeur qui est de. Passeur qui sort un petit peu, voilà. Balle en 4 un petit peu courte. Et ben, le deuxième passeur à l'attaque en 4 qui va trouver un joli block-out et qui va permettre à Strasbourg de dire un partout. Voilà. Et s'il n'avait pas été décisif au premier set, même plutôt un petit peu défaillant à l'attaque. En fin de set, effectivement. En fin de set. Ben là, je pense qu'ils sont très contents de l'avoir eu sur ce ballon et d'éviter de se lancer dans un chassé-croisé. 7-27. Donc un set partout entre les deux équipes. On vous rappelle que les matchs se jouent en 3 sets secs. Donc il restera un set de 25 points à jouer pour déterminer le vainqueur de cette première rencontre. Alors on essaie de regarder un petit peu sur l'autre terrain là-bas où Cannes est opposé à Lyon. Et tu vois sûrement mieux que moi, Julien. Je dirais 9-7 et 2-0. 2-0 pour Cannes, selon toi? Oui. Et 9-7 dans le troisième set pour Lyon. On joue quand même le troisième set. On veut à tout prix que les jeunes aient un maximum de temps de jeu. Les matchs en 3-7 gagnants sur cette première phase, c'était un petit peu trop en termes de charge. Donc on a opté pour ce système. Ouais, et puis on a quand même des collectifs à 15-16 joueurs de temps en temps. Voilà, donc ces troisième sets, c'est aussi l'occasion de pouvoir donner du temps de jeu à d'autres joueurs. On voit, ça fait des images qui ressemblent à ce qu'on voit en université américaine, avec 2 fois plus de remplaçants que de joueurs. C'est vrai. Alors aux États-Unis, on peut jouer avec le plafond aussi. C'est une caractéristique qu'on pourrait utiliser dans nos gymnases un peu bas. Quand le ballon reste chez soi et touche le plafond, et ben on continue quand même de jouer. Il me semble qu'en Suisse, en championnat amateur suisse, c'est la même chose. Et je l'ai testé, moi, on était en stage à Dinard avec des équipes nationales, avec les juniors, et comme le plafond était un petit peu bas pour cette catégorie-là, toutes les oppositions, on les jouait comme ça, avec cette règle-là, et ça impose, d'abord ça fait jouer un petit peu plus longtemps, ça fait des rallyes plus longs, et c'est bien pour le jeu, et puis ça impose aussi à son équipe de rester vigilant, parce que les rebonds étant un peu plus aléatoires, c'est une autre forme de travail. Il faut un plafond pas trop, et un plafond plat en plus. C'est le cas, c'était le cas là-bas. Mais là, on a un beau gymnase au Krebs de Châtenay. Je pense qu'on a 10-12 mètres de hauteur là entre les poutres. Au plus haut.
Et ce qui est bien aussi dans ce complexe, c'est qu'on a tous les 2 terrains dans le même espace. On peut regarder les 2 rencontres. Et bien sûr, la compétition est ouverte si vous êtes sur Paris. Si vous voulez venir voir une belle compétition avec les jeunes espoirs français de nos pôles, eh bien vous êtes les bienvenus. Ça se jouera jusqu'à jeudi. Les 2e matchs auront lieu à 19h. Et les rencontres de 19h verront s'opposer le pôle de Châtenay au pôle de Dinard et le pôle de Montpellier au pôle de Bordeaux. Allez, début de cette 3e manche décisive pour cette première rencontre de phase de poule. Wattignies au service. Et Monsieur Le Provost est reparti comme il a terminé avec Mailleux à la pointe. Et Dolbar à la passe. C'est une formation qu'on avait déjà vu évoluer lors des Interpôles Nord en janvier qui se sont déroulés à Wattignies. Les Interpôles Sud se sont déroulés comme tous les ans depuis, j'ai peur de dire une bêtise, donc plus de 10 ans maintenant à Castelnaudary. Qu'on salue évidemment. La famille Sicard qui œuvre sur ce club et qui tous les ans nous permet d'avoir une belle fête du volley maintenant en janvier. Et c'est eux qui ont un peu inventé le concept parce qu'on a commencé par faire ces Interpôles Sud avant qu'on développe ce concept aussi avec les pôles du Nord pour avoir une autre compétition. Allez, 2-1 pour Wattignies dans ce 3e set. Adelin Novacic au service. Il est reparti vers le poste 1 pour servir. Service un petit peu long. Ouais, je pense qu'elle est long aussi. Ouais. Elle est légèrement longue, c'est dommage. Il avait quand même de l'espace au filet. Là, son ballon est passé largement au-dessus du filet. Il aurait intérêt à mettre encore plus de vitesse horizontale dans son saut. Décidément, les 3 derniers services. Allez, il faut se remettre la tête à l'endroit. Le nez dans le maillot, c'est bon, ça y est, le point est fini. Il faut passer à autre chose. Et puis surtout, c'est pas primordial. Faire une faute ou un ace à 2-2, ça fera 2-3 ou 3-2. C'est pas maintenant qu'on va gagner ou perdre le set. Une hésitation entre le libéro de Holman et puis Richard en réception. Sur un service flottant depuis le poste 5, là, il est venu vraiment jouer l'intervalle. Et puis c'est ce que tu disais juste avant, là, il faut se remettre dedans. Là, quand le serveur juste avant a fait sa faute, il a fait un petit peu d'acting en mettant la tête dans le maillot. Du coup, ses copains l'ont regardé, etc. On les a pas vus communiquer sur les zones de réception. Et voilà, un bon enchaînement sur ces services-là. Alors là, ils ont une organisation en réception où ils sont 2,5, on va dire, en réception. On voit Richard qui avance légèrement. Et là, le libéro Holman, qui normalement doit venir couvrir cette grande diagonale, là, il devrait vraiment faire attention à cette grande diagonale et surtout bien communiquer avec son réceptionneur. C'est son travail là, de prendre ces ballons-là. Et encore un mauvais timing et une mauvaise relation entre le passeur et le central. Il y a Strasbourg qui vient de faire un enchaînement de fautes. Là, c'était 2 fautes de service, puis ace, puis faute de relation. Ouais, c'est assez regrettable. Là. On a eu l'impression quand même, après une belle fin de 2e set où ils ont joué collectivement, que là, c'est plus décousu. Certains cherchent à faire la différence peut-être de façon plus individuelle. Ils ont quand même réussi là, à revenir et à égaliser en défendant collectivement, en faisant durer les points. On peut compter sur Slimane pour remettre un petit peu les serveurs à l'endroit. Je pense qu'il va recadrer tout ça et l'équipe va repartir. Mais on avait vu déjà avec Gouka, l'échette à son service, se mettre la tête dans le maillot plutôt que de se regrouper, d'essayer de retrouver une énergie plus positive. Allez, voilà, il remet encore. Voilà, ça c'est
quelque chose qu'on aime bien dire, là, le centre de son terrain. Après un point gagné, après un point marqué, ça doit être un endroit apaisant où on va chercher des énergies positives. Et on montre pas à l'adversaire qu'on est touché. Voilà, allez, inside de fait. On a relancé la machine du côté de Strasbourg. Balle accélérée en poste 4 et une feinte posée sur la ligne. Voilà, le passeur de Strasbourg aurait sûrement un intérêt à continuer là, d'essayer de jouer des grands côtés. On a l'impression que les centraux de Wattignies suivent le passeur. Ça va créer des décalages, avoir du 1 contre 1 en bout de filet. Voilà, surtout que... Elle est Adelin qui continue une bonne partie en récep. Bien défendu. Allez, une situation de laisse, comme on disait tout à l'heure. Voilà, bien renversé. Et Mailleux qui se fait bloquer. Et donc l'énergie rechange de côté. C'est aussi une caractéristique de ces niveaux-là. Et là pourtant le central de Strasbourg était resté au début sur la fixation. Mais c'est un peu le risque quand on joue les plus petits côtés. Notamment sur les situations parfaites. Et en avançant, une belle ligne trouvée par Wisniewski qui fait une belle partie, qui est rendue à 8 sur 13. Là, il a été bien servi. Il était bien servi, le ballon était à la fois assez rapide et arrivé Il est arrivé à l'antenne, ouais. à l'antenne avec assez de hauteur. Et Maillot au service, dehors. Allez, Strasbourg à 2 points de Wattignies dans ce 3e set. Evrard au service, tenu par Adlan Novacic. Le ballon est légèrement de l'autre côté. Le passeur a bien défendu son filet. Ils vont avoir une situation de relance à bien gérer. Toujours le poste 4. Et Je pense que Slimane Belmadi va peut-être donner quelques consignes à ses centraux. Si le second passeur là, de Wattignies joue vite comme ça aux ailes. Voilà, il est peut-être un petit peu moins fantasque, c'est assez lisible, mais pour l'instant c'est bien réalisé et en fait il redonne confiance à ses attaquants. Et Wisniewski continue son festival, il défend derrière, encore une situation, une balle haute sur Mailleux, qui va faire une belle attaque plein milieu du terrain. Ouais, c'est bien joué, c'est bien joué, c'est propre. Décalé. Allez, 9-5 pour Wattignies. Allez, pareil, on va retrouver un service flottant sur Gouka, plein 6. Et Strasbourg, comme ça avait bien marché sur les premiers sets, là repasse un peu plus par le centre. Tout à fait, on va un peu plus de percussion. Il me semble que Théo Dylan Schneider-Lagana est peut-être même le meilleur marqueur de son équipe. Il est déjà à 7 points, c'est lui le meilleur marqueur de son équipe. Il a contré 2 ou 3 fois, il me semble, au début de partie. 4 sur 7 à l'attaque. 3 contre. Service bien tendu de la part de Richard. Va chercher Maillot, son pointu. Et là, le poste 6, un petit peu trop décalé. Bon, un ballon qui semblait pas aller très très vite. Un des gros défauts que l'on rencontre aussi dans ce basculement, là, dans ces niveaux-là, où les attaques commencent à prendre un petit peu de vitesse, il y a un peu plus d'impact, les joueurs ont du mal à ne pas bouger en défense, à être arrêtés avant le contact. Et donc sont souvent en mouvement et se font prendre à contre-pied. C'est un peu une guerre qu'on mène avec eux au quotidien pour être arrêtés avant la frappe de l'attaquant et de pouvoir défendre fort sur soi, puis l'y réagir. Ils sont un petit peu trop en anticipation. Et la phrase magique, ouais mais je croyais que, ou je pensais qu'il allait se passer ça. Voilà, il a bien écarté encore. Allez, bien soutenu. Bien soutenu, pas tant que ça par l'arbitre, selon l'arbitre. Adelin en 4 s'est fait freiner par le passeur. Et là, sur le soutien, l'arbitre a considéré que la balle était accompagnée trop longtemps. Alors les contacts doivent être brefs dans la règle. Ça reste à l'appréciation de l'arbitre. Elle a considéré que sur ce premier contact
qui pourrait être aussi interprété comme une défense. Le contact a été un petit peu trop long. Et là, le passeur. Il n'y avait pas faute. Strasbourg. Il n'y avait pas faute. Moi, j'aime bien quand ça joue. Pas Maintenant, faute, l'arbitre mais a toujours raison. C'est le début de la compétition. On laissera jouer, ouais. on laissera jouer plus tard. Keep the ball flying, comme ils Voilà, mais c'est surtout qu'en fait, au très haut niveau maintenant, il n'y a quasiment plus aucun contact qui n'est sifflé sur ces phases simples. Je dirais que ce qui revient un petit peu sur les ballons accompagnés, c'est quand le passeur un peu rate sa balle, rate sa passe, fait une passe à 1m50 ou 2 mètres du filet et que l'attaquant vient la chercher derrière sa tête pour l'accompagner vers l'avant puis vers le bas. Ah, c'est le ballon poussé, ouais. Ouais, ces ballons poussés qui parfois sont trop poussés pour compenser un manquement technique du passeur, ça c'est assez compréhensible de les siffler. Là on était sur une situation de relance simple. Ah, le repère pour moi c'est vraiment le ballon qui est pris devant le plan de l'épaule. Tous les ballons qui sont pris derrière accompagnés, on peut considérer que le contact est un peu trop long. Il faut aussi pouvoir donner des repères aux joueurs. Ah, là, belle défense, c'est un peu la même que tout à l'heure, elle n'a pas sifflé cette fois. Deuxième belle défense de la part du passeur qui est rentré. Et Wisniewski qui conclut. Ça c'est des ballons qui donnent une bonne énergie à une équipe et Watini qui prend le large à 14-8. On voit un peu des langages non verbal du côté des Strasbourgeois qui est un peu négatif. Ne surtout pas montrer à l'adversaire qu'on est touché. Allez, encore un service dans la diagonale. Et ils vont rendre le ballon. Alors, le libéro relance. Appel entendu, donné par le passeur de Watini et bien défendu par le passeur de Strasbourg. Et Strasbourg qui s'en sort. Ah, il a osé la donner cette tendue. C'était plutôt bien joué. Un peu d'hésitation de la part du central. J'y vais pas. Le dernier pas a été un peu mou. C'est pas forcément évident de se trouver comme ça. Aïe aïe aïe. Ah, c'est des points faciles donnés à Watini, ça, sur ce type de service tactique là. Il faut réussir. On l'a vu au service et puis ça fait quand même plusieurs frappes de Watini qui viennent mourir en plein poste 6, qui crèvent le contre, qui passent entre les deux contreurs, que ce soit tout à l'heure sur les attaques aux 3 mètres ou sur la dernière au poste 4. Et on se retrouve dans cette même position tout à l'heure qui les avait un peu. Qui leur avait fait mal. Ah. Et là, le central de Watini s'est bien engagé sur le central de Strasbourg. On va le revoir. Il s'était même carrément décalé face à lui alors que le passeur avait largement dépassé le milieu du terrain. Et ils ont sauté en même temps. Donc là, faut dire que c'est un beau contre en engagement de la part du. Ouais, c'est Léonard Laude. De Léonard. Nous a gratifié de ce contre. Allez, là ça renverse. En 1 contre 1 et un ballon qui s'échappe aussi. Strasbourg décidément fait un petit peu trop de fautes sur ce troisième set et laisse partir Watini qui mène maintenant 17-9. Et qui va sûrement remporter cette première rencontre. Mais comme tu disais, c'est important de bien commencer aussi parce que ça permet parfois sur les deuxième ou troisième matchs de poule d'ouvrir un petit peu le banc, de faire participer tout le monde une fois qu'on est qualifié et sur des compétitions, que ce soit des compétitions de jeunes comme les poules finales ou des compétitions internationales, eh bien, pouvoir utiliser tout son effectif, ça permet d'être performant ensuite physiquement dans les fins de compète. Et ça, c'est chez les plus jeunes. Mais là, on va avoir une belle compétition cet été, les Jeux Olympiques. Et c'est une des caractéristiques des Jeux Olympiques. Physiquement, c'est éreintant et il faut être capable. Toutes les compétitions de volley sont vraiment regroupées comme ça. Ça joue vraiment tous les jours. Les Jeux, c'est vrai que ça joue un jour sur deux en garçon et en fille. Mais c'est cette capacité à enchaîner. Alors tu disais, c'est vrai que c'est aussi gérer le physique des joueurs, puis c'est aussi impliquer tout le groupe, quoi. Exactement. Le fait que tout le groupe se sente dans la compétition. Là, on a vu Watini qui a déjà fait jouer ces deux diagonales passeurs pointus en les inversant. Là, les joueurs se sentent concernés. Là, la compétition est lancée, c'est parti, et tout le monde se sent concerné par le jeu.
On note une belle rentrée de ce deuxième. Alors, je ne sais pas si c'est le deuxième, mais du second passeur qui est rentré sur le terrain, là, Maxime Delebarre. Il joue un peu plus à plat sur les bouts de filet. Et qui donne des situations faciles. Il suffisait Il ose qu'on en le parle. centre, mais des fois avec un peu moins de réussite. Et encore un engagement au centre. Alors si ça a bien marché au début en fait de donner les balles courtes, les balles aux centraux sur les situations parfaites, sur les situations qu'on appelle maximales, maintenant forcément l'équipe adverse s'est adaptée et il aurait peut-être intérêt justement sur ces situations parfaites, le passeur de Strasbourg a écarté aux ailes pour pourquoi pas revenir avec les centraux dans les situations un petit peu moins claires. Ce jeu du chat et la souris entre les contreurs et les attaquants et le passeur avec les contreurs adverses. Encore une feinte. Voilà. Alors, c'est beaucoup mieux là ce qu'ils font offensivement Wattignies là depuis 10 minutes. Et Mailleux qui enchaîne au service 19-10. C'est un beau Il a service. pris de la confiance maintenant. Une belle réalisation. Et une boîte aux lettres encore. Avec ses problèmes de synchronisation de saut sur une balle haute. Là on le voit là, Le franchissement un peu tardif. le franchissement qui est un peu tardif, on n'a pas les épaules qui font face à l'attaquant. Un Il bloc ne vient pas banane. toucher le ballon de l'autre côté chez l'adversaire. Un Maillot qui se rattrape par une belle attaque aux 3 mètres. Il a mis un petit peu de temps à rentrer dans sa partie, mais ça y est, là, il vient de faire quelques beaux enchaînements. En fait, on a deux belles diagonales passeurs pointus quand même à Wattignies. Ça lui donne des possibilités en tout cas à Manu là, de pouvoir un petit peu changer. Et ça... En plus, les passeurs ont des jeux un petit peu différents. Allez, va la chercher, oui. On a ça. Bien ralenti. Passe du libéro en manchette en poste 4 pour Adlan Novacic. Qui va demander aux Strasbourgeois de travailler sur balle haute. Et là encore une balle qui va toucher le câble et qui vient mourir juste derrière. Et pourtant, Maxime Delebarre, le plus petit passeur, avait fait un travail quand même intéressant au contre. Il s'était arrêté intérieur, il avait vu que la balle était tombée. Et là, pour le coup, je pense que c'était au central Léonard Laude là, de franchir avec sa main gauche et d'aller intercepter ce ballon pour l'empêcher de rouler sur la bande et de dégouliner dans son propre camp. Encore un duel au filet après une réception mal assurée. Et le passeur, attaquant strasbourgeois, attaque dehors. Une attaque qui échappe à Pancho. Et avec un duel au filet gagné encore par Maxime Delebarre. Il fait une belle rentrée, oui. Qui juste avant là dans le rallye avait soulevé l'attaquant adverse au poste 4. Ça c'est propre, c'est bien joué, bien défendu de la part de Mailleux. Allez, belle défense du pointu, dommage. Wattignies qui a une organisation là, qui pose vraiment problème à Strasbourg. Strasbourg s'en sort difficilement offensivement maintenant. Ah, Il faut attaquer 2-3 fois. Ouais, c'est intéressant là ce qu'ils font là Wattignies sur l'organisation collective. Même si les blocs sont pas très propres sur les doubles blocs, Je dirais ils arrivent néanmoins à faire attaquer plusieurs fois l'adversaire. Et encore un duel au centre. Et c'est plutôt les contreurs qui prennent le dessus, j'ai l'impression là. ouais, on a l'attaquant qui est arrivé un petit peu tard là, dans sa présentation. Le contreur adverse ne s'était pas engagé pourtant. Et service flottant sur Adlan Novacic. On enchaîne sur Mailleux au poste 1. Défendu par Strasbourg qui rend le ballon à Wattignies. Une attaque sur relance. Un balle un petit peu trop dans le filet, mais le passeur encore une fois s'en sort. Le bar arrive à trouver une solution dans les mains du contreur adverse. Gouka qui a pas réussi à contrer le passeur. On le voit bien, il fait ce mouvement vers l'extérieur. Donc il accompagne le ballon vers l'extérieur. Et il arrive à gagner son duel. En allant jouer dans les mains de l'adversaire. Ça, c'est un beau geste technique. Il trouve des bonnes solutions là. Allez, Strasbourg pour rester encore en vie.
Toujours Pancho, pas mal sollicité à l'attaque, qui trouve des solutions et qui va maintenant passer au service. 15-22 Joueur explosif. en faveur de Watini dans ce troisième set. À 3 points du match pour Watini. Allez, une petite série peut-être pour mettre le doute chez l'adversaire. Et non, il n'y aura pas de doute. Ah non, là il s'est trompé le marqueur. Ça fait 23-15 je pense. Voilà, rectifié. Arnaud, lui, ne s'est pas trompé. Allez, service Adelin qui fait jouer et qui défend ensuite sur l'attaque en fixation. Ils étaient bien organisés parce que le contreur de Watini a bien fermé la zone 1-6 là. Et on a vu Adelin, après son service, se décaler légèrement vers le poste 5 pour défendre cette fixation et pouvoir offrir à Watini la première balle de match. Service matché d'Adelin qui va chercher le numéro 8 et c'est un ace sur Richard et Watini qui remporte cette première rencontre 2-1 contre Strasbourg. Leur compétition est bien lancée. Strasbourg va devoir aller se laver la tête pour pouvoir bien enchaîner son prochain match demain matin. Donc pour ces deux équipes, leur prochaine rencontre, c'est donc demain matin à 10h. Strasbourg ira jouer contre Cannes. Cannes qui, semble-t-il, a gagné sa rencontre. Alors on était à 2-0 tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé au troisième set. S'il n'y a pas eu de 2. Et Watini, demain, jouera contre Lyon, donc à 10h demain matin. Le prochain rendez-vous pour nos Interpôles en direct, match à 19h. On verra s'opposer les équipes de Châtenay à Dinard et pour l'autre rencontre, le pôle de Montpellier contre le pôle de Bordeaux. Merci beaucoup Julien pour ce commentaire de ce premier match. J'ai passé un bon moment. Ouais, très agréable. On va laisser la main à d'autres commentateurs, je pense. On vous dit à tout à l'heure. À demain pour moi. Et à demain pour toi. Salut Julien, bonne soirée, au revoir.